Alors, bienvenue la famille, bienvenue dans cet nouvel épisode de votre podcast Parlons-en Agrobusiness. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Edrine Samba. Elle est la promotrice de l'entreprise agroalimentaire La Manioquerie du Congo. La Manioquerie du Congo, c'est une entreprise qui est basée à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. La Manioquerie du Congo produit du manioc, pas de la même manière que nous on connaît le manioc, mais d'une façon standard et moderne. Donc avec Edrine, nous avons parlé des défis des entrepreneurs agricoles au Congo-Brazzaville. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Vraiment, vous allez aimer l'entrevue. Allez, let's go! Bienvenue la famille pour notre nouveau podcast Parlons-en Agribusiness. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Edrine. Edrine est la promotrice de l'entreprise agroalimentaire La Manioquerie du Congo. Avec lui, nous allons échanger pour savoir les défis des agripreneurs au Congo-Brazzaville. Bonjour Edrine. Bonjour. Ok, Edrine, pour nos amis qui ne te connaissent pas, moi je t'ai connu plus sur les réseaux sociaux. Je suis parti un peu voir je t'ai écouté d'abord sur plusieurs, sur la radio Micodia, sur plusieurs plateformes. Et puis je suis parti un peu voir sur les réseaux sociaux. Pour nos amis qui ne te connaissent pas, comment tu peux te décrire qui est Edrine en bref? Alors, je suis Edrine Samba, j'habite à Pointe-Noire, donc la ville Océane au Congo-Brazzaville. Et je suis promotrice de la Manioquerie du Congo, qui est une unité de production, de transformation semi-industrielle et de commercialisation du manioc, en local et en exportation. C'est ça. Moi, du coup, je sais que plusieurs amis qui me suivent aussi sur mon Facebook, ils sont au courant que j'ai vraiment apprécié l'initiative. Quand j'ai vu ça et quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai compris un peu la base de ce besoin-là. Et j'ai dit que waouh, ça c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, moi je voudrais savoir, la Manioquerie du Congo produit le manioc. Mais comment cette histoire a produit le manioc de façon moderne, de façon standard? Comment cette histoire-là a commencé et pourquoi avoir décidé de se lancer par exemple dans la manioquerie, dans la fabrication du manioc, ou bien la chikwang comme on l'appelle couramment au Congo? Oui, en effet. Pour préciser, c'est que je parle du manioc tel qu'on le connaît ici, donc chikwang ou mongwele ou bâton de manioc. Mais la manioquerie a aussi l'ambition de développer les dérivés du manioc, donc que vous connaissez, autant le foufou, la tchéké, les spécialités en fait à base de la racine de manioc. C'est ça. Et l'idée vient des périodes de pénurie. Je constatais qu'il y avait une pénurie à une certaine période, notamment en début d'année. Et du coup, donc il y avait la pénurie, mais il y avait également la qualité du manioc qui n'est pas constante. C'est ça. Et on a des mamans qui font du manioc régulièrement et malheureusement, par manque de moyens, elles font du manioc pour, on va dire, pour la survie familiale et elles le font de façon épisodique, donc Oui. 1 à 2 fois par semaine.
Et du coup, mon idée était pourquoi on n'aurait pas une boulangerie de manioc C'est ça. où, comme le pain, on pourrait avoir du manioc en un quart d'heure, en 15 minutes. On attend son manioc comme on attendrait du pain à la boulangerie. Donc l'idée est partie de là. L'idée est toujours la même, mais avec ce que nous avons, il faut qu'on chemine. Et donc, nous allons étape par étape, mais nous allons arriver très vite à une boulangerie de manioc, comme vous connaissez pour le pain. C'est ça. Voilà. Et donc, on travaille sur des processus de transformation avec ces mamans-là qui ne sont pas du tout des concurrentes pour la maniocerie, mais au contraire, qui apportent leur technicité dans la maniocerie, parce qu'on veut vraiment maintenir cette façon artisanale que nous avons de faire du manioc, et on y tient vraiment. C'est ça. On industrialise, mais on conserve la partie artisanale. Ça, c'est très important pour nous. On l'améliore juste, mais voilà. C'est ça ce que justement, c'est la question que je voulais aussi demander là, parce que j'ai remarqué que vous avez décidé de conserver la feuille de manioc, bon, on appelle ça la feuille qu'on emballe les malades, comme emballage, au lieu de faire peut-être comme, peut-être beaucoup de gens l'auraient peut-être pensé, de faire avec de l'emballage plastique. Pourquoi vous avez décidé... Oui. 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 Pourquoi parce que... Oui. Ah, d'accord. Alors, en ce qui concerne les emballages, les deux se valent. Il y a la feuille que nous connaissons et qui apporte, on va dire, un goût particulier au manioc. Parce que vous allez remarquer, par exemple, au Congo, on a plusieurs régions et dans chaque région, on a une particularité du goût du manioc. Et souvent, cette particularité-là vient non seulement des boutures de tubercules de manioc, ou tout simplement de la feuille que nous utilisons. Donc, il y a 2 à 3 variétés de feuilles qui sont utilisées selon la grosseur de manioc et selon les zones géographiques du pays. C'est ça. Qui donnent un goût particulier au manioc. Donc, vous allez être dans le nord, vous aurez un goût particulier. Tout de suite, quand vous le mangez, vous savez qu'il vient du nord parce qu'il y a des feuilles qui sont utilisées pour l'emballage. Vous allez aller à l'ouest, à l'est, dans le sud. Ça va être aussi des feuilles qui sont un peu différentes, c'est ça. Utilisées. Selon la grosseur aussi. Vous avez des très gros maniocs qui font 10 kilos. Et là, c'est pareil. Il y a aussi une autre forme qui est beaucoup plus triangulaire. Et ça aussi, ça apporte le goût. Ça apporte une certaine saveur au manioc. Ah, ouais, okay, et donc, ça a cette particularité-là. Mais il y a aussi la particularité on va dire du film étirable ou du plastique. C'est ça. Qui apporte aussi, qui n'est pas négligeable parce que ça apporte aussi au niveau hygiène. C'est ça. Et au niveau du processus d'industrialisation. C'est ça. Un plus. C'est ça. Parce que c'est un produit qui va se conserver longtemps. C'est un produit qui va s'exporter très loin. C'est ça. Parce que des fois, c'est 1 mois de route, par exemple, si on le fait partir du Congo vers le Canada ou vers les États-Unis. C'est ça. Et donc, il doit supporter ce voyage-là. C'est ça. Donc, dans les deux cas de figure, il y a des avantages. Aujourd'hui, on travaille aussi sur notre manière d'utiliser la feuille de façon industrielle parce qu'il y a des analyses importantes à apporter et la traçabilité dans l'hygiène et les techniques de nos emballages. Ouais, et puis en plus du coup, ça fait aussi ça crée un marché pour les villageois, les gens, par exemple, des paysans qui vont aller chercher cette feuille-là, par exemple, dans la forêt, parce qu'on sait que, par exemple, dans la partie sud du Congo, on trouve ça souvent au niveau de la forêt du Mayombe. Et dans la partie nord, il y a aussi plusieurs savanes, plusieurs forêts là-bas, des petites forêts qu'on trouve aussi cette feuille. L'autre question, c'était pour savoir pourquoi il n'y a pas... Est-ce que vous avez... Parce que moi, il me semble que vous n'avez pas encore commencé vraiment la mécanisation. Est-ce que vous avez
des ambitions d'avoir par exemple des machines. On sait que dans le passé, il y avait des Congolais qui étaient plus, qui ont commencé à explorer, disons, cette idée-là de mettre des machines. Est-ce que vous avez des ambitions de travailler avec des gens, par exemple, pour avoir des machines ou des extrudeuses qui vont, du coup, faire sortir le manioc plus rapidement et comme ça, peut-être baisser le prix aussi? La mécanisation. Écoutez, c'est vraiment, en fait, la mécanisation de l'activité est nécessaire. C'est ça. Quand on s'engage dans l'exportation, ça veut tout simplement dire volume. C'est donc ça. Une capacité de production plus importante. Et c'est déjà la première raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous avons effectivement le côté artisanal qu'il est nécessaire de faire évoluer. C'est ça. Vous imaginez la femme qui fait du manioc. Je ne sais pas si vous avez déjà été témoin du processus de transformation du manioc. Oui. Je peux vous dire que c'est une pénibilité pour les femmes de pouvoir faire du manioc de bout en bout et ce n'est pas possible de tenir une femme. C'est vraiment au niveau de la santé, ça a un impact. Ça a un impact considérable. Ça a un impact sur le dos, ça a un impact sur l'inhalation, la fumée et tout ça. Il est nécessaire de pouvoir, à certains postes de transformation, de pouvoir mécaniser. Ça ne veut pas dire que le manioc perd sa valeur. Non, parce que le manioc, l'avantage, c'est que les femmes sont mises à une tâche où elles sont le plus efficaces. Et donc, c'est très nécessaire de l'avoir. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, on a commencé à mécaniser notre espace. Nous avons un pétrin, nous avons une défibreuse. Oh, ça, c'est bien. Et nous adaptons nos machines, certaines qui n'existent pas, en fonction de ce que les femmes font. Oh, ça, donc aujourd'hui, on construit nos machines en équipe. C'est-à-dire que les femmes doivent s'approprier la machine qu'elles vont utiliser et doivent aussi sentir que le résultat attendu est le même qu'elles auraient si elles le faisaient de façon manuelle de bout en bout. Artisanale. Mais la mécanisation, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, on a des étapes de mécanisation. On en a de plus en plus besoin puisque la demande est importante. C'est ça. Mais nous n'attendons pas de mécaniser totalement pour baisser les coûts, puisqu'aujourd'hui, au Congo, vous avez du manioc à 50 francs et c'est la manioquerie du Congo qui le propose. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très bien. On va arriver maintenant à l'autre question aussi à propos du prix. De plus en plus de produits alimentaires, ces derniers temps-ci, les prix commencent encore à augmenter. Et bon, le Congolais moyen trouve que ça devient toujours... Ça, c'est un peu général, c'est pas seulement le manioc, même le foufou, le maïs, le kilo du poulet qui est toujours un peu cher, le poisson, le kilo à 2500, le maïs à 500, le kilo, le foufou pareil, 450. Selon toi, quelle est la chose que vraiment on devait faire peut-être, et les producteurs, et peut-être le gouvernement, pour faire de telle sorte que ces choses-là que les prix puissent être abordables, pour que le panier de la ménagère ne puisse pas être trop affecté? Vous savez, c'est vraiment notre combat, c'est-à-dire rendre les produits de la terre accessibles à tout le monde. Et c'est vraiment notre combat au niveau des coopératives, au niveau entre producteurs, entre éleveurs. Il faut qu'on ait des prix qui soient compétitifs par rapport à l'importation et par rapport aux produits importés qui ne sont pas forcément de qualité pour la santé du Congolais moyen. C'est ça. Et aujourd'hui, avec la bourse du Congolais, ils se sont contraints, quand on a une famille à nourrir de 5 membres, il faut aller au moins cher. Et aujourd'hui, en tant qu'éleveur et en tant que producteur et transformateur, quand on calcule nos coûts, c'est ça. Je vous assure que sur le terrain,
nous avons des difficultés à maintenir des prix assez bas par rapport à la concurrence des importations. C'est ça. Pourquoi? Parce que sur place, quand on s'engage quand on s'engage à créer une entreprise, nous avons des taxes élevées. C'est ça. Nous avons un parcours administratif long. C'est ça. Nous avons des fois des demandes intempestives, soit des mairies, soit des impôts, soit des choses qui ne peuvent pas permettre, en tout cas dans l'agroalimentaire, d'avoir des produits bas. C'est ça. Et je ne vous parle pas des éleveurs, je pense que vous en avez eu aussi. Ouais, oui, c'est ça. Je sais que les prix les aliments de bétail, pour nous c'est pareil, ça va être la logistique. Moi quand je travaille avec des fournisseurs et je veux bien maintenir ma chaîne de fournisseurs, mais c'est très difficile pour eux, par exemple, au niveau logistique, de me faire venir parfois de la pâte de manioc, c'est ça. Parce que sur le chemin, ils vont rencontrer des difficultés. Alors, ça va être le temps, par exemple, mais quand il pleut, les routes sont tellement impraticables que, en temps et en heure, ils ne peuvent pas me livrer. C'est ça. Sur la route, il y a aussi des taxes à payer et autres, et donc, des fois, le prix du sac ne peut pas être donné à l'avance. C'est ça. Il va être donné à l'arrivée sur le marché après avoir payé tous ces mécanismes-là, tous ces chemins-là. Et c'est très compliqué parce que du coup, on est en bataille un peu en voulant maintenir nos prix. En voulant maintenir nos prix. Et du coup, malheureusement, on est contraint de tenir compte du prix d'achat. Du chat, ouais. Et puis en plus aussi à la mécanisation, tant qu'on n'a pas assez de tracteurs, des tracteurs, ça va toujours revenir cher, par exemple, à un agriculteur qui produit, par exemple, le manioc ou bien le maïs, de vendre ses produits moins chers. Donc, ça aussi, c'est un facteur, quoi. Par exemple, mettre plus, parce qu'on a parlé de ça avec un producteur de maïs, mettre plus de tracteurs sur le marché, sur le terrain, pour que, par exemple, ça puisse faciliter. Parce qu'aujourd'hui, là, loin de tracteur, c'est encore très cher. Faire déplacer les produits, c'est encore cher. Ok, Edrine, il y a maintenant des questions. J'ai 3 questions, en fait, de manière générale. Ok? Oui, oui, il y a ça, c'est des questions un peu générales. De plus en plus, on a des entreprises à capitaux étrangers. Maintenant, il y a beaucoup des Sud-Africains, il y a les Français, il y a maintenant aussi des Chinois qui viennent, qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. Selon toi, est-ce qu'il y a risque de s'inquiéter ou bien, bon, c'est quelque chose de normal? Par exemple, pour les entrepreneurs locaux. Alors, mais ça dépend. On va dire, je ne suis pas opposée à ce que une entreprise étrangère puisse s'installer pour développer son activité. Par contre, là où je pourrais trouver un souci, c'est le manque d'équité. Quand on a une entreprise étrangère qui vient concurrencer le marché local, il faut à côté aussi que le gouvernement nous mette à disposition, nous facilite, soit un facilitateur. C'est ça. De nos activités. C'est ça. Donc, c'est vrai que je ne serais jamais opposée à ce que une entreprise étrangère vienne s'installer parce que l'idée, alors je suis très panafricaine aussi, l'idée c'est vraiment avoir un libre accès dans l'Afrique parce que on va dire l'extension sera un avantage pour tout le monde. Autant un Congolais qui s'installera dans un autre pays et vice versa. Mais par contre, sur le terrain, ce que nous demandons, c'est tout simplement une équité, en fait. C'est ça. Une facilitation de trouver
des moyens, que la concurrence ne soit pas déloyale sur le terrain. C'est ça. Que par exemple, les locaux puissent être quand même, par exemple, aidés, subventionnés par l'État, des choses comme ça. Subventionné par l'État, mais aussi une ouverture des capitaux, permettre aux institutions financières d'accompagner les entrepreneurs. Les subventions, c'est une chose. Je pense que c'est ponctuel aussi. Mais quand on a besoin d'une extension, on a besoin des institutions financières. Donc les banques, quand c'est une PME, on va peut-être commencer par une microfinance, mais on a besoin d'un accompagnement financier, d'un accompagnement d'une formation, ou d'un accompagnement, en tout cas, qui va nous permettre d'être assez compétitifs sur le marché. Ok, ça c'est très bien, hein. Bon, il y a encore une autre question, Edrine. Toi, tu as été longtemps de la diaspora. Plusieurs Congolais aussi de la diaspora veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat agricole, mais beaucoup hésitent encore. L'une des raisons, les gens ils disent que le pays est instable, ils disent qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. En plus de ça, la crise financière s'ajoute encore. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est de la diaspora et qui hésite pour se lancer revenir au pays pour se lancer dans la vie, qui veut bien, mais hésite? Ce que je pourrais dire, en fait, déjà, c'est une très bonne chose. Quand un membre de la diaspora initie ou émet l'envie de venir investir au pays, mais ce n'est qu'une bonne chose et on ne peut qu'applaudir cette audace et puis cette envie parce que on sait hein, dans toutes les diasporas, on sait dans tous les pays du monde entier d'ailleurs, que la diaspora tient une part importante dans le développement du pays. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce que je peux dire, c'est vraiment pouvoir parler d'une même voix. Il y a ceux de la diaspora qui sont à l'extérieur, donc il y a un regard, il y a aussi cette possibilité-là qu'ils ont de pouvoir venir et il y a nous sur le terrain. Et donc on peut vraiment travailler main dans la main pour que chacun apporte vraiment une valeur ajoutée à notre pays. C'est ça. Tout simplement. Je veux dire, tout ce qui est crise, tout ce qui est crise, crise autant sanitaire, politique, économique, c'est ça. Je pense qu'on a eu de tout temps des crises de la sorte. C'est ça. Sur tous les continents. C'est ça. C'est des défis à relever. Tu peux pas toujours. C'est ça. Les défis tu peux pas toujours changer les choses. On est parfois obligé de faire avec. Ok, le Congo a maintenant un nouveau ministre de l'Agriculture. Pour une première fois, on a quelqu'un qui n'a pas été pendant longtemps dans ses affaires. Lui aussi, il est un peu de la diaspora. Quel conseil tu pourrais lui, par exemple, suggérer ou bien quelle stratégie pourrais dire pour que, par exemple, pour qu'enfin les choses puissent changer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, pour que, par exemple, ça puisse un peu décoller? Quelle chose tu pourrais dire que s'il veut changer des choses, il doit, par exemple, explorer cette piste ou bien faire ça? Alors, je pense que je ne suis pas en position de donner des conseils au ministre qui vient d'être nommé, puisque s'il a été nommé, c'est que il mérite la place. Oui. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler en étroite collaboration. Ok. Nous avons des demandes, nous sommes sur le terrain. C'est ça. Et je pense que l'écoute sera nécessaire pour pouvoir faire évoluer et le ministère et le terrain agrobusiness. C'est ça. Donc je pense que pour pouvoir trouver une meilleure évolution, c'est ça. Je pense que l'idée est d'être sur une table et de discuter de nos besoins
et puis des possibilités, ce qu'on peut nous mettre à disposition et à contrario, ce que nous pouvons apporter aussi à ce ministère-là pour rendre l'agriculture du Congo, pour faire rayonner l'agriculture du Congo et pour lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Parce que nous avons eu quand même une agriculture il y a quelques années qui était bonne. Mais oui, on avait plusieurs fermes. La mécanisation du manioc à une certaine époque, c'est ça. C'est que nous avons des experts. Et beaucoup de pays se sont inspirés de nos experts sur le terrain pour pouvoir développer l'agriculture ailleurs. On va parler de la sous-région, donc le Congo a une part quand même importante dans l'Afrique, en tout cas en matière d'agriculture et dans cette filière-là, agroalimentaire. Ok. Merci beaucoup, merci Edrine d'avoir accepté d'échanger avec nous. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est tourner vers les entrepreneurs. C'est beaucoup de courage à nous, beaucoup de résilience et puis je pense qu'avec la persévérance et beaucoup de travail, nous allons réussir à hisser l'agro-business à un autre niveau. Et donc, je souhaite à tous les entrepreneurs une résilience dans l'activité que nous avons choisie. Ok, merci beaucoup, merci la famille. Votre podcast Parlons-en Agribusiness est à son terme. Nous avons échangé aujourd'hui avec Edrine Samba. Elle est la promotrice de la manioquerie du Congo. Et avec lui, on a discuté un peu des défis de l'agrobusiness au Congo-Brazzaville. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre chaîne YouTube Afro Pessimiste. C'était avec vous votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empire.